Bienvenue pour notre grand débat d'ici l'Europe autour du 11 septembre. Il y a 20 ans, notre grand allié depuis la Seconde Guerre, celui qui avait sauvé l'Europe du fascisme, était touché sur son sol par le terrorisme. L'onde de choc traverse alors l'Atlantique et ébranle notre croyance en la toute-puissance de l'Amérique. Elle abolit instantanément notre vision optimiste de fin de l'histoire avec la vision écrasante du modèle libéral occidental sur le communisme. Le XXIe siècle entre alors dans l'ère de la terreur et de la lutte contre un terrorisme, en particulier islamiste, protéiforme. Les Européens éprouvent compassion et inquiétude vis-à-vis des Américains. Ils sont prêts à les suivre dans leurs opérations extérieures pour tenter de stabiliser un monde de plus en plus dangereux. 20 ans après, quelles leçons l'Union européenne a-t-elle tirées de l'électrochoc du 11 septembre? Nous poserons la question à nos invités aujourd'hui. Geoffroy Didier, bonjour, député européen du Parti populaire européen, ce qui correspond en France à les Républicains. Nous sommes aussi en duplex depuis Ljubljana avec Andrej Kovařík, bonjour, député européen Renew de la République tchèque. Et, bonjour. Et puis, depuis Bruxelles, Domènec Ruiz de Vesa, député européen en ce qui vous concerne, des socialistes et démocrates. Première question, 11 septembre. Avec les tours ont explosé aussi notre image des États-Unis, finalement, image glorieuse. Oui, le 11 septembre 2001, j'étais étudiant, j'habitais à New York depuis un an. Je venais d'être diplômé quelques semaines plus tôt de l'Université de Columbia et j'étais de passage à Paris. Et donc, j'ai été évidemment pris d'angoisse pour tous mes proches, pour tous ceux qui, de ma génération ou d'autres, vivaient sur place et étaient dans une incertitude quant à leur intégrité physique face à cet acte très violent. Et puis, angoissé aussi, je l'étais politiquement, parce que je savais ce jour-là que nous basculions dans une période d'incertitude géopolitique, de pré-guerre, alors que c'était la première fois pour ma génération. Et au fond, ce n'était pas que les États-Unis. Le gendarme du monde touché, finalement, sa poitrine. Oui, mais ce n'était pas que les États-Unis qui étaient attaqués ce jour-là. C'est notre modèle culturel qui était agressé. C'est notre civilisation qui était attaquée, avec des codes narratifs hollywoodiens que les terroristes nous ont empruntés. Donc nous savions qu'un modèle culturel et qu'une civilisation devaient être défendus, ce qui était évidemment très angoissant parce que nous basculions dans une nouvelle ère d'incertitude. Alors, Monsieur Ruiz de Vesa, c'est la fin du mythe de l'Amérique inviolable. Nous sommes entrés ce jour-là symboliquement dans le monde multipolaire, non? Sans hyperpuissance invincible. Et je pense que nous avons réagi, bien réagi. On a soutenu les Américains. Et cette intervention dans l'Afghanistan a été soutenue aussi par les Nations Unies. Mais malheureusement, après, avec la tentation unilatéraliste qui encore reste dans l'Amérique, on a eu l'intervention en Irak qui n'était pas une bonne chose et que d'ailleurs la grande majorité des Européens n'a pas soutenu. Alors la France, l'Allemagne, effectivement, se sont désolidarisés. Vous dites la grande majorité des Européens. Il y a eu tout de même, effectivement, le Royaume-Uni qui l'a soutenu, et puis tout l'Est de l'Europe. En République tchèque, vous veniez en 2001 d'entrer dans l'OTAN, pas encore dans l'UE. Effectivement, Monsieur Kovařík, est-ce que vous vous dites, on les a suivis jusqu'au bout, y compris en Irak, et on a bien fait? Oui, je pense que c'était bien de rappeler le contexte. Donc, c'était, disons, 10 ans après la chute du mur de Berlin. Pour la plupart des pays de l'Europe centrale et orientale, donc c'était un grand retour vers la démocratie, c'était le grand retour vers l'économie de marché. Et bien sûr, pour nous, ce symbole de lutte contre l'Empire soviétique, donc le communisme en tant que régime, c'était les États-Unis. Donc nous, en République tchèque, on a rejoint l'OTAN en 1999. On a senti vraiment cette solidarité avec notre allié. Je pense que c'est un engagement qu'on a tenu. Et qu'on a tenu de bonne manière. Je pense aussi, y compris notre engagement en Irak, parce que comme l'histoire a montré quelques ans après,
avec les révolutions du printemps arabe en 2011, avec la situation en Syrie, à part l'Afghanistan, il y avait des autres endroits où le terrorisme est donc en tant que tel une sorte de l'ennemi de notre culture, de notre société a émergé. Donc je pense que c'était bien de se concentrer aussi sur les autres endroits qu'Afghanistan. Alors vous n'êtes pas d'accord avec cette vision de toutes les guerres légitimes pour les Américains? Là où je suis d'accord, c'est que le 11 septembre 2001, nous nous sentions tous américains. Là où je suis d'accord, c'est que l'OTAN reprenait tout son sens le 11 septembre. Il avait perdu son sens avec la fin de la guerre froide. Et là, on sentait que c'était l'Occident qui était attaqué. Donc c'était à l'Occident de riposter uni. Mais ensuite, encore fallait-il savoir quelles étaient les zones infectieuses qui étaient attaquées. Il y a eu l'Afghanistan d'un côté, il y a eu l'Irak de l'autre. Nous ne pouvions pas, nous, Français, soutenir toutes les actions à partir du moment où c'était les Américains. Il n'y avait pas d'obligation de suivisme, c'est ça que je veux vous dire, puisque les Français avaient une position que nous connaissons tous très différente de celle de l'Irak. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'aller faire la guerre. Il faut aussi ensuite rétablir l'ordre et pacifier les territoires. Et nous voyons bien à cette période, en tout cas la France considérait qu'il n'y avait pas d'espace pour deux foyers infectieux. Et d'ailleurs, l'histoire a démontré, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, qu'il ne suffit pas d'aller faire la guerre, encore faut-il ensuite préparer la paix, la construire et arriver avec une vision et pas seulement avec une détermination. Monsieur Ruiz de Vesa, vous entendez que cette Union européenne, elle a été d'abord derrière les États-Unis post-11 septembre. Elle était d'ailleurs en harmonie avec elle-même. Et puis, avec la guerre en Irak, elle s'est, eh bien, cette fois-ci, désolidarisée. Il y a eu un fossé, d'ailleurs, qui s'est creusé entre Est et Ouest, qui existe encore aujourd'hui, vous avez l'impression, dans notre vision géopolitique et de notre lien transatlantique? Oui, peut-être. Je suis en effet un peu étonné de ce que notre collègue tchèque vient de dire. Si j'ai bien compris qu'il pense que c'était une bonne chose d'aller en Irak et de soutenir les Américains dans la deuxième intervention. Je pense très clair maintenant qu'il n'y avait aucun lien entre l'Irak et Al-Qaïda, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Et ça a créé de nouveaux problèmes, par exemple le Daesh, qui est le résultat de l'intervention et de comment les Américains ont géré l'occupation en Irak. Et aussi, nous avons perdu comme Occident, pas seulement les Américains, nous avons perdu l'attention sur l'Afghanistan et je dirais qu'une des raisons par laquelle on a fini comme on est fini aujourd'hui en Afghanistan est aussi le résultat de bouger l'attention, les efforts de l'Occident, des Américains au début et puis de l'Occident sur l'Irak. Je pense aussi que nous devons reconstruire, bien sûr, les liens transatlantiques, mais ça, on doit le faire avec une Europe plus forte au niveau stratégique. Et aussi, il faut convaincre les Américains qu'il faut faire les choses vraiment ensemble. Parce que le président Biden n'a pas consulté les Européens sur l'Afghanistan, sur la retraite, a seulement informé qu'il voulait s'en aller. Et ça, comme on a vu, ne marche pas comme ça. On a, vis-à-vis des Américains, on a eu une attitude peut-être un peu trop suiviste, et en particulier quand on reproche aux ex-pays communistes d'être encore plus suivistes que les autres. Est-ce que vous l'entendez ? Oui, enfin, comme j'ai expliqué avant, je pense qu'il faut aussi voir et comprendre la perspective des pays de l'Europe centrale et orientale par rapport au rôle des États-Unis dans la guerre froide et dans les événements qui ont suivi le chute du mur de Berlin. Et je comprends aussi qu'il y avait des histoires un peu en parallèle qui étaient différentes pour les pays comme France ou Espagne dans les années 60, 70 et 80, où nous, en Europe centrale et orientale, on était sous le régime communiste, pour aspirer aux libertés, ce qui était pour nous personnalisé ou concrétisé par les États-Unis.
Mais je pense que c'est pas seulement ce lien-là. Moi, je crois que vous avez aussi mentionné cette idée de fossé entre l'Europe à l'ouest et à l'est. Je pense qu'on n'est plus là. Je pense qu'au niveau européen, on voit vraiment cette nécessité d'établir un lien qui est plus équilibré entre l'Europe et les États-Unis, soit sur le volet de défense, soit sur le volet de sécurité ou les autres. Je pense que c'est aussi une sorte d'effort, une aspiration qu'on partage en Europe sans vraiment faire des différences entre les pays qui ont fondé l'Union européenne et les pays de l'Europe centrale orientale qui ont joint l'Union européenne il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment une doctrine européenne qui est tellement différente, avant même de parler d'autonomie stratégique, tellement différente de celle des États-Unis? Est-ce qu'on a élaboré nos propres outils de réflexion, ou est-ce que c'est toujours 27 diplomaties qui ont bien du mal à avoir une vision globale du monde et de son futur? Malheureusement, la réponse est dans votre question. Il y a un impensé européen, il y a 27 diplomaties qui se superposent aujourd'hui avec leurs logiques parfois contradictoires et leurs affrontements culturels. Et je crois que oui, il est temps qu'il y ait une véritable autonomie stratégique, militaire, une vision européenne. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous soyons lucides. Nous avons tous contesté Donald Trump, dont le slogan de campagne était America First. Et nous avons tous cru qu'il y aurait un changement de doctrine avec Joe Biden, puisque son slogan de campagne était America is back. Mais on n'a pas compris ce que ça signifiait America is back. C'était America is back home. Parce que Joe Biden pense à l'opinion américaine avant tout. Il souhaitait mettre fin à cette guerre sans fin en Afghanistan. Et il pense déjà à ces élections intermédiaires de l'automne 2022. Donc il faut que nous prenions nos responsabilités, que nous arrêtions de penser que les États-Unis ont vocation et souhaitent être les gendarmes du monde, parce qu'ils ne le souhaitent pas. Et le retrait, que j'estime mal préparé, des États-Unis en Afghanistan est une démonstration éclatante de leur volonté de penser à eux avant de penser à l'Occident. Eh bien, à nous d'en tirer les conséquences et arrêtons une fois pour toutes d'être les naïfs de la mondialisation. Alors précisément, le président du Conseil, Charles Michel, Monsieur Ruiz de Vesa, a déclaré que le retrait des États-Unis d'Afghanistan a renforcé l'idée dans les pays européens de la nécessité d'une indépendance stratégique. Est-ce que vous croyez qu'à ce stade, on peut trouver un accord à 27 sur l'idée de peut-être une défense européenne? Alors, on peut même prononcer le mot armée européenne ou pas du tout? On peut et on doit, bien sûr. Et je suis tout à fait d'accord avec Josep Borrell, notre autre représentant, sur son idée de la force de réaction rapide. Et il faut se battre pour ça. J'ai entendu encore une fois notre collègue tchèque. Bon, il y a des histoires différentes, mais il faut baser la politique sur les évidences, plus que sur l'histoire. Et l'évidence de l'Afghanistan est très claire. On ne peut pas compter toujours avec l'Amérique pour la gestion de cette nouvelle géopolitique. Donc pour moi, c'est une nécessité. Et on doit chercher l'accord à 27. C'est ça parce qu'il y a quelques gouvernements qui ne veulent pas faire partie de cette initiative. Peut-être il faut chercher aussi des initiatives en disant à géométrie variable. On ne peut pas être bloqué parce qu'il n'y a pas consensus ou unanimité à 27. Il y a eu les attentats du 11 septembre, bien sûr, après des gros attentats évidemment à Madrid, à Londres. Les Européens, eux aussi, ont eu leur lutte contre le terrorisme à mener, avec d'ailleurs un coordinateur pour la lutte antiterroriste qui dispose de très peu de moyens. Est-ce que nous, on a tiré suffisamment de leçons du point de vue du seul terrorisme ? Je pense que les attentats et les événements que vous avez mentionnés ont mis le problème de la coopération renforcée entre les pays européens dans la lutte contre le terrorisme, ont mis cette question sur la table. Je pense qu'on peut toujours faire mieux.
Et pour en fait continuer ce que venait dire notre collègue espagnol, on peut diverger sur la question de la guerre en Irak. Je pense qu'on est tout à fait d'accord sur l'ambition qu'on doit porter au niveau européen sur la coopération en matière de défense et sur la coopération en matière de sécurité et trouver donc les moyens pour renforcer cette coopération. Et je pense qu'on n'est pas, qu'on commence pas de zéro. Hein. On a déjà aujourd'hui les projets de coopération renforcée en matière de défense, dont la plupart des pays européens sont partie prenante. On a une mission d'entraînement européenne qui est menée par la France et d'autres pays, y compris la République tchèque, au Mali. On doit faire beaucoup mieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une succession de coopérations bilatérales contre le terrorisme et il n'y a pas de politique européenne contre le terrorisme. Il y a une politique de contrôle aux frontières extérieures et ça fait partie effectivement de la préservation de la menace qui malheureusement est intacte avec le retour du régime des talibans, avec Al-Qaïda qui va se reconstituer. Donc je voudrais qu'il y ait par exemple un commissaire européen pour lutter contre le terrorisme. Il y a l'agence Frontex qui aujourd'hui dispose de plus en plus de moyens et c'est une bonne chose, mais il faut qu'il y ait la même chose au niveau de la lutte contre le terrorisme. Merci messieurs d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis sur l'Europe post-11 septembre.